Président, bonjour. Bonjour. On vient vous voir en ce début d'année 2015. Si vous le permettez, revenons un peu sur l'année dernière. Vous avez fêté les 40 ans des CFA. Comment ça s'est passé? Voilà, alors avant de parler des 40 ans des CFA, je voudrais souhaiter pour tous les artisans et commerçants de mon département une très bonne année 2015 au point de vue économique et financier. Alors c'est vrai qu'il faut la santé, mais pour qu'il y ait la santé, il faut que derrière on se porte bien les entreprises et qu'on ait des marchés et que nos carnets de commandes soient remplis. Voilà. Alors, revenons sur les 40 ans des CFA. C'était un grand moment, hein? 40 ans de CFA, c'est un grand moment parce que ça prouve que la formation par l'alternance, nos prédécesseurs l'avaient bien mis en place, puisqu'on avait construit 6 CFA, 7 CFA sur notre département pour être des formations de proximité. Et bien aujourd'hui, on a maintenu le cap puisqu'on a fêté ces 40 ans de formation de nos CFA. C'est grâce aussi on va dire, on a mis toujours aux normes nos ateliers et nos plateaux techniques. On sait que l'évolution technique, tous les jours, change de jour en jour, et la Chambre de métier, par des fonds personnels, et ça je tiens à le souligner, a toujours mis des plateaux techniques pour que nos jeunes soient accueillis dans les mêmes conditions que dans les entreprises. Des fois même sur certains plateaux techniques, il y a du matériel que certaines entreprises n'ont pas. Alors, pour rester sur le sujet des CFA, des changements s'annoncent. Selon vous, on est sur le bon chemin. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les CFA demain? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour nos CFA? Il faudrait qu'on tienne compte aussi des besoins des entreprises. Pour nos CFA, c'est de leur... au-delà de moderniser nos plateaux techniques, c'est qu'on forme, comme nous formons nous dans nos CFA, pour les besoins économiques de notre territoire. Pour les besoins d'une entreprise. Une entreprise ne prendra des apprentis que si elle en a besoin, elle ne prendra pas un apprenti si elle forme un apprenti parce qu'elle a envie de former et parce que derrière cette formation, elle va avoir des financements et des aides. L'entreprise, lorsqu'elle le forme parce qu'elle a besoin de transmettre son savoir. Et je pense qu'elle ne se forme pas pour toucher des dividendes et des aides d'une région ou de l'État. Restons sur 2014. La Chambre de métier a reçu un rapport de la Cour régionale des comptes qui amenait une certaine mise à niveau. Que votre point de vue là-dessus, après... Je vais vous dire, c'est toujours bien qu'une Cour des comptes vienne regarder, puisque nous sommes quand même un établissement public. Et c'est pas... moi, je pense que lorsqu'on vient nous contrôler, et puis le contrôle qu'il y a eu, ça prouve que la Chambre était très bien gérée, parce qu'il y a eu 10 points qui ont été mis un petit peu en avant, et ça nous permet de modifier ce que nous pensions que nous faisions bien, et d'apporter d'apporter une certaine rigueur, et de montrer que ça permet aussi de former nos techniciens et de leur expliquer que dans un établissement public, il doit y avoir une rigueur qui s'instaure du début à la fin d'un procédé. Donc ça nous a permis de remettre en avant et de faire encore mieux. Et je crois que c'est une bonne chose, il faut le voir comme ça. Et aujourd'hui, tous les points qui ont été demandés par la Cour des comptes ont été mis à plat, ont été respectés comme nous l'avait demandé la Cour des comptes, et aujourd'hui, tout va bien. Alors, venons-en à 2015. 2015, c'est une grande année pour les chambres de métier, mais pas seulement, puisque vous allez rentrer dans ce qu'on appelle la régionalisation. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, la régionalisation, c'est de pouvoir apporter aux entreprises, comment je pourrais dire, d'apporter un service identique dans toutes les chambres de métier. Alors la régionalisation, ça permet d'être beaucoup plus performant, de s'appuyer sur les bonnes pratiques des uns pour le permettre d'avoir aux autres chambres de métier la même pratique. Avant, on partait chacun dans un sens. On faisait une journée porte ouverte sur le département alpin, qui était
complètement différente des journées portes ouvertes qu'on faisait dans la région, dans le département du Gard. Et chacun le faisait à sa façon. On avait même des en-têtes sur les formulaires de chambre de métier qui étaient différents d'un département à l'autre, alors que nous sommes qu'une identité, ces chambres de métier qui dépendent donc de la PCM, donc de la maison mère qui est à Paris. Et je crois que ça va apporter un plus, c'est-à-dire que ça va permettre à des personnels qui ont des compétences, des personnels techniques des chambres de métier, parce que ça fait peur, ça aussi. On a l'impression que parce qu'on va être régionalisé, le formateur partira dans le Vaucluse et les Hautes-Alpes, le technicien technique ira dans la chambre des Alpes de Haute-Provence. C'est pas ça. C'est que chacun restera sur place. Il n'y a pas de déménagement physique, on va dire. Il va y avoir des modifications, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir être beaucoup plus professionnels dans la fonction qu'ils ont, et puis peut-être de choisir par rapport aux besoins qu'on a. On va avoir des besoins pour les entreprises, pour aller auprès des entreprises, et bien on formera des personnels qui connaissent déjà les chambres de métier à être sur peut-être une autre vision du service qu'on doit apporter aux entreprises. Alors, dans ce grand dossier, vous avez défendu une ligne très claire, c'est que si le pouvoir politique peut effectivement se régionaliser, vous tenez à ce que les décisions soient prises à l'échelle du département. Oui, on peut mutualiser la paye, on peut mutualiser l'informatique, on peut mutualiser beaucoup de choses. Par contre, l'économie de proximité, qui est la force de l'artisanat, il faut qu'elle soit décidée au plan départemental. Il faut que le département soit encore maître de son avenir économique, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'économie, on parle d'économie régionale. Pourquoi ? Parce qu'à l'exportation, et on prépare, l'économie régionale va travailler sur les grands groupes, sur les investissements industriels, alors que les champs de métier, l'investissement, il n'est pas industriel, dans le sens propre du terme, il est artisanal, c'est-à-dire le commerce de proximité, l'entreprise de proximité, le service aux citoyens, ça c'est l'artisanat. Et si on veut continuer à avoir une France qui soit un peu multifonctionnelle, il ne faut pas oublier que l'artisanat est ce qui permet de faire vivre dans nos communes des activités économiques, et au-delà des activités économiques, de continuer à avoir une école, une poste et des services d'État qui disparaîtront s'il n'y a plus d'artisans et plus de commerçants, parce qu'on va en faire des déserts. Donc il faut qu'on puisse continuer, nous, à apporter aux entreprises artisanales les aides qu'ils ont besoin, la formation, qu'on continue à former des apprentis, parce que c'est le devenir demain de l'économie, toujours de proximité, et surtout la richesse de savoir-faire que les artisans et les commerçants ont sur ce territoire et même dans toute la France. Alors justement, au niveau national, à l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines, va venir en discussion ce qu'on appelle la loi Macron. Quel est votre regard sur cette démarche ? Vous avez pu en parler avec les députés du Var ? On en parle dans la loi Macron. Moi je crois qu'on peut faire des lois tant qu'on veut. Si demain la confiance n'est pas rétablie, l'économie ne repartira pas. La confiance c'est quoi ? La confiance c'est de dire... Vous savez, un investissement, aujourd'hui, on a coupé, j'étais au vœu de plusieurs maires, et lorsque je vois ce que l'État a supprimé comme financement aux collectivités, qui sont quand même les premiers acteurs économiques d'un département, parce que les travaux, quand vous voyez que sur la mairie de la Crau, les investissements prévus de 7 millions d'euros, de 8 millions d'euros vont passer à 4 millions, c'est 4 millions qui se perdent, et c'est dans toutes les communes. C'est pas qu'ils ne veulent pas investir, ils n'ont plus les moyens d'investir. Donc on va faire les priorités. Et lorsqu'on diminue de moitié les investissements dans une commune, dans une collectivité, ben c'est des emplois qu'on supprime. Et ça va très très loin. Donc aujourd'hui on est dans un contexte qui est très difficile. On est en pleine mutation. Je crois que... Mais il faut réfléchir quand même intelligemment, parce que si les gens... Il n'y a pas que les collectivités, le simple citoyen aujourd'hui, ce qui est quand même qui me fait un peu réfléchir, c'est que lorsqu'on parle aux banques,
les banquiers vous disent on n'a jamais eu autant d'argent épargné dans nos coffres, on va dire ça comme ça. Oui, mais si on a autant d'argent, pour quelle raison il n'est pas réinvesti? Parce que les gens se posent la question, est-ce que demain, je vais conserver mon emploi, et si je ne le conserve pas, il va falloir que je continue à vivre. Alors je crois que la loi Macron, au-dessus de toute loi, à un moment donné, c'est très bien de réfléchir, mais je crois qu'on devrait interroger les gens de terrain. L'économie, elle ne se fait pas par des technocrates qui ont que des chiffres alignés. L'économie, c'est la réalité du terrain, les besoins d'un territoire. Et comment on peut apporter ça? Il faudrait que demain, on simplifie, parce que on avait dit qu'on mettrait fin aux millefeuilles, mais là c'est plus un millefeuille, c'est un millionième de feuilles qu'on fait. On rajoute. Alors que je crois que il faudrait écouter un peu les partenaires que sont les artisans, les commerçants, les entreprises, et qu'on discute avec eux quels sont vraiment réellement leurs besoins. Les aides, on n'en a pas. La seule aide qu'on pourrait avoir, c'est qu'on diminue les charges sociales, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de charges et les entreprises, lorsqu'elles doivent payer leurs charges sociales, ils leur restent tout juste de quoi se payer et de quoi investir. Alors réfléchissons autrement. Pour vous, c'est la clé? Pour moi, c'est la clé et la confiance. Tant qu'on n'aura pas la confiance, tant qu'on ne redonnera pas une lueur d'espoir sur la confiance aux citoyens français, l'économie ne repartira pas. Ce n'est pas parce que demain l'euro va perdre vis-à-vis du dollar qu'on est compétitif. On peut être compétitif, sauf que dans un pays, sa monnaie, elle est dévaluée. Systématiquement, à l'exportation, on exporte beaucoup plus, parce qu'on est beaucoup plus, comment je pourrais dire, on est beaucoup moins cher pour pouvoir être compétitif. Mais lorsque dans un pays comme l'Europe, la monnaie c'est l'euro, et que des pays ont des fois des salaires 3 fois plus bas que les nôtres, ils seront toujours devant nous lorsqu'on exportera à l'étranger. Donc je crois qu'il faut être un peu plus... peut-être à l'écoute. Beaucoup plus à l'écoute, parce que aujourd'hui, si on veut relancer, alors l'économie mondiale, je ne la connais pas trop, parce que ce n'est pas mon rôle, mais par contre l'économie territoriale et l'économie de proximité, je sais ce que c'est, parce que je suis quand même président de la Chambre de métier, mais au-delà d'être président de la Chambre de métier, je suis un chef d'entreprise. Alors justement, 2015 sera la dernière année de votre mandature, puisque l'État a décidé de convoquer les élections pour 2016. Serez-vous candidat? Eh non, malheureusement, je ne suis pas... Moi, vous savez, c'est ce qu'il faudrait peut-être un peu réformer, alors. Je ne serai plus candidat parce que je suis atteint par la limite d'âge. Vous paraissez pourtant en pleine forme. Hein? Oui, mais bon, peut-être qu'il faudra que je me présente ailleurs. Peut-être faire de la politique pour pouvoir l'être. Donc ça, c'est définitif. Vous ne serez pas candidat? Non, je ne peux plus. Vous ne pouvez plus. J'aurais bien voulu, mais je crois que j'ai donné... Il y a des jeunes qui viendront derrière. Et je crois qu'à un moment donné, il faut savoir laisser la place à d'autres idées, mais que ce soit toujours des idées au service de l'artisanat. Donc je me rapprocherai plutôt de ma famille que j'ai délaissée pendant beaucoup d'années. Alors si c'est votre dernière année, votre dernier grand dossier, quel sera-t-il? Mon dernier grand dossier, eh bien, sur 2015, on va remettre le CFA de Saint-Maximin, avec la rénovation de l'atelier boucherie et de l'atelier mécanique, la construction de nouveaux bâtiments sur la Seine, et aussi le développement de nouveaux outils que sont l'URMA, l'Université régionale des métiers. Parce que l'artisanat et l'apprentissage ne s'arrêtent pas qu'au CAP, au BP et au Bac Pro, mais on peut avoir des diplômes universitaires au travers de l'artisanat. Eh bien écoutez, Président, je vous remercie. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous et bonne année à tous et à toutes.